faut aller creuser sa propre data. Et ensuite, il faut créer le signal pour déclencher des actions. La pédagogie est super importante. Mais dans le cadre de l'abonnement, l'expérientiel est presque autant important que suivez vos chiffres, vraiment. La recette du succès. Bienvenue dans Rétention, le premier podcast français dédié à la rétention des e-commerce. Et ici, on va parler CRM, LTV, SMS, WhatsApp. Et chaque semaine, on va décrypter les stratégies qu'on déploie pour nos clients chez Certify. Et si tu ne connais pas Certify, c'est l'agence CRM et rétention du groupe Benevic. Et on a généré des millions pour tous nos clients comme Kabaya, What Matters, Hydratis ou même Martin Cosmétiques. Et aujourd'hui, je suis avec Ben, l'un de mes associés qui était aussi là pour l'épisode 2. Ravi de t'avoir pour cet épisode 3. Ravi d'être là aussi, Max, avec toi pour parler aujourd'hui de l'abonnement. Exactement. Alors, le but aujourd'hui, ça va être de décrypter toutes les stratégies CRM et rétention dédiées à un modèle économique assez particulier, qui est l'abonnement. Il me semble que tu as prévu plein de questions pour moi là-dessus. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que je te laisse un peu dérouler toutes tes questions et puis qu'on puisse décrypter un peu quelles sont les spécificités de ce modèle économique d'un point de vue CRM et rétention. Ça te va ? Carrément. Allez, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'en ai discuté un petit peu autour de moi. J'ai pris un petit peu les questions et les réflexions que j'ai eues, que j'avais trouvées, que des e-commerçants m'ont donné. Et j'ai noté un petit peu tout ça. J'ai essayé de l'organiser, mais bon, globalement, c'est des questions qui me semblent pertinentes, en tout cas pour les e-commerçants qui nous écoutent. J'espère. Donc, on est parti. Le premier truc, et c'est vrai que dit comme ça, on peut se poser la question, c'est un modèle à abonnement. Par définition, en fait, la commande, elle est récurrente. Ouais. C'est-à-dire, le principe du CRM, en théorie, c'est quand même de faire racheter les gens. Bon, ben là, le mec, il rachète tout seul, quoi. On ne lui demande pas son avis. Enfin, évidemment, il peut annuler sa commande, mais la majorité des gens ont une commande qui est déjà programmée. Exact. C'est quoi l'intérêt du CRM dans ce cas-là particulier ? En fait, il y en a plusieurs, mais qui sont très liés à des cas pratiques très spécifiques à l'abonnement. Le premier, c'est déjà le rôle du CRM, ça va être de faire passer sur de l'abonnement, qui est fondamentalement différent d'un achat un peu classique qu'on peut faire, parce que l'engagement qu'on va demander au consommateur, il est beaucoup plus élevé. Quand c'est transparent et qu'on demande à quelqu'un de s'abonner sur X mois, ça représente une certaine somme d'argent qui est autant de fois supérieur qu'il n'y a de mois sur lequel il va s'abonner. Donc la pédagogie qu'il faut faire sur l'abonnement avant de passer à l'achat, il est assez démentiel en réalité là-dessus. C'est aussi le CRM le meilleur moyen aujourd'hui de amener une forme d'essai. Parce qu'il y a souvent une pratique qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le sampling. Okay. C'est-à-dire que avant même d'être abonné, ta première commande va plutôt être une commande de test. Donc tu vas avoir ton produit en petite quantité. Je prends par exemple l'exemple de Spring, qui est un de nos clients, qui fait beaucoup de sampling. Donc au début, tu peux très bien prendre une version test en fait, du produit, des lessives par exemple, et tu vas avoir une dizaine de capsules au lieu d'une trentaine là-dessus. Et ça va te permettre de tester le produit là-dessus. Donc c'est souvent c'est un tout petit prix extrêmement accessible qui va te permettre de faire rentrer sur la marque. Mais tu as besoin d'énormément de pédagogie pour que les gens passent sur cet abonnement. Tu as besoin d'amener beaucoup de réassurance. Dans l'abonnement, la réassurance prend vraiment tout son sens. Vraiment énormément pour le coup. Ça va demander des flows, par exemple, des flows de welcome. Alors les flows de welcome, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand par exemple, tu rentres ton email sur la pop-up, le premier mail que tu vas recevoir, souvent ce qu'on appelle l'email de bienvenue, et ensuite tu reçois toute une séquence. Cette séquence d'email, elle est très renforcée d'un point de vue branding, d'un point de vue réassurance, d'un point de vue scientifique aussi pour beaucoup, pour convaincre que la récurrence est nécessaire. Mais c'est beaucoup plus engageant pour le consommateur et l'email notamment est un canal sur lequel on peut beaucoup expliquer les choses, ce qui va permettre d'être un des canaux qui va permettre ce passage à l'achat plus facilement après beaucoup de pédagogie. Alors effectivement, ce que tu dis c'est intéressant, mais une fois que le mec il a acheté pour la première fois, il est abonné là maintenant. C'est-à-dire que bon, disons qu'il a fait son sampling chez nos amis de chez Spring,
il est convaincu par les produits parce que les produits sont top, il passe sa commande et il est abonné. Aujourd'hui, on fait quand même du travail avec Spring. Pour ces gens qui sont abonnés, c'est quoi notre objectif? Pourquoi on fait ça concrètement? À quoi ça sert? Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus lié à la rétention et on va aborder plutôt le sujet du cross-sell là-dessus. Et donc, l'objectif pour une marque qui fait de l'abonnement, alors dans une marque qui a plusieurs produits en abonnement, évidemment, si c'est une marque monoproduit, bon, quelque part, le travail il est un peu terminé, il prendra effet peut-être plus tard sur plutôt de la réactivation, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Non, là, ça va être essayer d'empiler les abonnements. Il y a un KPI qu'on suit beaucoup dans l'abonnement, c'est le nombre d'abonnements par abonné. Parce que c'est là-dessus qu'on va construire la LTV. Là-dessus. Le but, à ce moment-là, c'est que la marque, si la personne reste abonnée, le client est convaincu par la marque, il est aussi convaincu par la qualité du produit auquel il est abonné. Sinon, il se serait désabonné. Bien sûr, oui. Mais donc, là, ça va être de lui proposer des produits complémentaires à ajouter, soit à sa routine, si on parle de compléments alimentaires par exemple, mais si on garde l'esprit de Spring, ça va peut-être être des capsules pour du lave-vaisselle. On en a besoin autant que des capsules pour laver son linge, ou bien du liquide vaisselle qui se renouvelle régulièrement. Et donc le but derrière, c'est d'empiler un peu les produits avec la même récurrence pour augmenter le revenu par client par mois. Donc un peu ce que nous on appelle, et nous aussi on les a un peu en agence, le MRR. Qui est le Monthly Recurring Revenue. Et ça, on va le regarder par client. Et donc, nécessairement, le CRM, là, il est là pour faire vendre d'autres produits à ce moment-là. C'est purement du cross-sell. Donc, c'est plus cross-sell et rétention, donc garder les clients abonnés. Bon, de toute façon, alors, effectivement, on a des enjeux à garder les gens abonnés en CRM, mais la réalité, si on est honnête, c'est que les gens ils restent aussi parce qu'ils sont satisfaits du produit. C'est-à-dire... Il faut faire attention parce que quand quelqu'un est abonné, chaque envoi d'email, par exemple, peut être une opportunité de désinscription à l'abonnement. Donc, la gestion de la pression commerciale pendant que quelqu'un est abonné est à prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Est-ce que tu dirais que ces clients-là qui sont abonnés, c'est des clients qui sont plus exigeants que des clients qui ne le sont pas, tout simplement? Ah, bien sûr. Aucune mesure. Ils sont plus exigeants sur les produits, ils sont plus exigeants sur le process, sur l'expérience utilisateur, que ce soit on-site, mais aussi des produits. Non, ils sont plus exigeants sur la pression commerciale, sur les avantages aussi que tu peux leur donner. Là, on passe plutôt sur de la fidélité en tant que telle. Mais oui, c'est des clients qui sont plus exigeants parce qu'à leurs yeux, et c'est un peu vrai aussi, ils s'engagent auprès de la marque. Et donc ils sont en droit d'être plus exigeants. Ils ont un peu ce côté de dire, moi, ça fait tant de temps que je suis abonné, c'est normal que le service soit parfait, quoi. Et puis quelque part, c'est un peu normal. C'est un peu de la fidélité, tout simplement. C'est de la fidélité, mais on enfonce un peu une porte ouverte. Et ceci dit, c'est important de le mentionner parce que c'est très important qu'un abonné ait presque plus d'avantages et soit plus reconnu qu'un nouveau client qui n'a acheté qu'en one shot, par exemple. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, souvent, il y a beaucoup de marques qui mettent énormément d'efforts sur l'acquisition de leurs nouveaux clients, leurs nouveaux abonnés, finalement, avec des super offres, des super machins, etc. Et puis, une fois que tu es un abonné, disons, classique, tu te retrouves à payer tout full price, tu n'as plus aucun avantage de rien. Et en fait, c'est intéressant, mais tu as un peu cette sensation d'être pas délaissé, mais tu as moins d'intérêt de la part de la marque, quoi. Si, c'est un peu ça. Et c'est à ça qu'il faut être super vigilant, parce que c'est très dangereux au bout d'un moment, parce que si on parle des cohortes, par exemple, qui sont abonnés depuis 12 mois, c'est quand même un petit groupe de personnes qui te génèrent un revenu extrêmement conséquent. Extrêmement rentable, avec des efforts que tu as déployés il y a 1 an. Donc, conserver ces gens-là va te demander quand même, mine de rien, un peu moins d'efforts que d'essayer d'en convertir le même nombre, mais des nouveaux. Tout à fait. Donc, c'est important. Alors ça, c'est un peu historique, où on savait que l'acquisition de nouveaux clients était un peu le nerf de la guerre. Ça a tendance à changer, on le voit ces dernières années, et tant mieux. Mais c'est super important dans l'abonnement que la rétention se fasse
avec autant de sérieux et autant d'efforts Mm. que ce qu'on met dans les nouveaux clients. Et attention, les anciens clients ont tout intérêt à être avantagés pour qu'ils restent Mhm. parce qu'ils sont déjà rentabilisés. Ouais. Donc là, en fait, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de sujets. On peut leur offrir, je dis n'importe quoi, mais on peut leur offrir 20 euros. Ça ne va pas dégrader leur Ouais. rentabilité. Alors que offrir 20 euros à un nouveau client, Mm. ça dégrade sa rentabilité instantanément. Mm. Il faut qu'on déploie des efforts derrière pour que ça devienne rentable. D'ailleurs, on parle souvent des 3 premiers mois de quelqu'un qui achète pour la première fois, qui s'abonne. Mm. Pourquoi, en fait, tu l'as expliqué un petit peu à demi-mot, mais je trouve que c'est intéressant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ça. Pourquoi ces 90 premiers jours, en fait, il y a une grosse partie de ce qui va se passer ensuite ou pas se passer ensuite qui va se jouer à ce moment-là. Comment t'expliques ça? Pourquoi cette fenêtre-là, elle est si importante? Comment ça se découpe? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, en effet, tu as raison. Le taux de churn dans l'abonnement, il est super élevé sur les 90 premiers jours, avec un pic dans les 30 premiers jours. Mhm. En fait, dans les 30 premiers jours, tu te rends compte que c'est là que tu as ta première livraison. Là où c'est super important, c'est la pédagogie en amont, parce qu'il y en a certains, par exemple, ils vont acheter et ils vont pas comprendre qu'ils sont abonnés. Donc, quand ils vont recevoir leur première commande, à 30 jours, par exemple, donc une fois par mois, ils vont se désabonner. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient, tu vois, qu'en passant l'acte, ils s'abonnaient. Donc la pédagogie en amont, elle est super importante pour limiter le taux de churn à 30 jours. Ensuite, si on déploie un peu plus à 90 jours, ce qui va jouer énormément, c'est l'expérience de l'utilisateur, la fluidité dans son expérience, comment il reçoit son produit, à quel point il est facile à être utilisé, à quel point c'est didactique pour l'utiliser. Donc tout ça, d'un point de vue CRM, ça demande énormément d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au moment où la personne va recevoir son produit, pour la première fois, il faut l'accompagner dans l'utilisation de son produit pour que tout soit facile pour lui. Ouais. L'abonnement ne marche que si tu facilites la vie des gens. Et ça, c'est peut-être le plus gros conseil qu'il faut donner à ce stade, c'est faites tout pour faciliter la vie de vos clients. Et donc, c'est comme tout début de relation. Si c'est pas fluide en début de relation, tu y mets un terme. Mais c'est valable pour de l'abonnement, c'est valable pour les relations humaines, c'est valable pour tout. Donc, jusqu'à 3 mois, il faut faire super attention. C'est là où on va voir le plus gros du churn, quoi. Le plus gros du churn, il est sur les 90 premiers jours. Gros pic à 30 jours. 90 premiers jours, t'as fait... en vrai, t'as fait les 2/3 de ton churn quasiment. Ok. Très honnêtement, là-dessus. Après, t'en auras tous les mois, c'est vrai. De toute façon, tu peux pas... c'est impossible que d'avoir 0 de churn sur toutes les cohortes. Il faut accepter d'en avoir. Mais la courbe du taux de churn tombe vraiment passé 90 jours. Et pour ça, il faut accompagner les gens. C'est super important. Et sans cesse leur répéter. La répétition est aussi assez importante. Il faut leur répéter les bienfaits, les conseils d'utilisation. Comment ça s'utilise, pourquoi ça s'utilise. Il y a un truc auquel je pense qui est assez, effectivement assez parlant là-dessus, c'est tout ce qui va être cure, de compléments, etc. J'allais en parler, tu vois. La grande majorité, c'est qu'il y a besoin de 3 mois de cure en prenant tous les jours pour avoir vraiment des résultats, ou en tout cas des résultats où voilà, on ne peut pas avoir de doute. On ne se dit pas « Ah, est-ce que je dors mieux ? Ou est-ce que je me sens mieux ? Ou est-ce que mes cheveux ils sont un peu mieux ?» On le voit très clairement la différence, mais c'est au bout de 3 mois, quoi. Et si les gens ils le prennent pas correctement, bah, en fait, ils vont dire « Ah, mais ça marche pas. Oh, mais c'est pas terrible. Mais en fait, tu l'as pris un jour sur 2. » Et du coup, il y a un très bon exemple de ça, c'est Oma et demi qui fait ça et qui accompagne énormément leurs clients sur la perte de cheveux à travers WhatsApp, etc. Et en fait, on en parlait avec Victor la dernière fois, c'est vraiment un bon exemple dans le sens où le produit qu'ils te vendent, c'est un produit, un actif qui est pas le leur, c'est un actif d'un labo qui est revendu, donc qui est connu et qui fonctionne. Bah, en fait, ce qu'ils te vendent plus que le produit, c'est surtout l'accompagnement qui va avec, quoi. Et donc, c'est vraiment ce côté, le produit il fonctionne, c'est sûr, il est bien, mais tu pourrais l'acheter n'importe où. Maintenant, en tout cas, avec cette base-là, ils ont probablement leur petite sauce secrète qui fait que ça fonctionne mieux que d'autres, j'en doute pas. Mais ce qui a surtout de la valeur et qui va faire la réussite, c'est que derrière, les gens sont accompagnés, ils vont bien utiliser le produit comme il faut. Et de la même façon que quand tu vas te faire blanchir, on te prend une photo des dents avant et une photo des dents après, on te montre bien la différence de ce pourquoi tu as payé et du résultat que tu as obtenu. Mais là, c'est un petit peu la même chose, quoi. Tu vois, par exemple, le avant-après, c'est une bonne chose. Tu montres les gains. Et tu vois, quand tu parlais de pédagogie juste avant, tu vois, la pédagogie autour du complément alimentaire, elle est nécessaire. Alors, elle commence à s'ancrer de plus en plus un peu dans la société. Donc, c'est plus simple, même pour les premiers qui sont arrivés. La pédagogie a été difficile. Ah oui, parce que derrière, tu crées de l'insatisfaction produit, alors que le produit, il est très bien, sauf que tu n'as pas fait de pédagogie, les gens l'utilisent n'importe comment.
Ouais. Du coup, c'est ta faute, c'est pas la faute du consommateur. Mm. Donc ça, l'accompagnement, montrer les gains, Mm. garder les gens, entre guillemets, motivés, Mm. c'est super important dans cette phase de churn Mm. qui est, mine de rien, assez large, hein, parce que 90 jours, il faut le couvrir quand Ouais, même. ouais, ouais. C'est pas si évident en termes de flow CRM. Tu mentionnais aussi quelque chose de très intéressant, c'est que dans l'accompagnement, un canal comme WhatsApp est très intéressant. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très proche de personnel. l'utilisateur, personnel. Il y a une vraie logique de proximité dans l'accompagnement à travers ces canaux-là. Tu vois, je prends l'exemple d'un autre client qu'on accompagne, Julie avec Make My Mask, sur la perte de cheveux, par exemple, tout à fait. qui fait énormément de contenu. Ouais. Tu vois ? Oui. Très pédagogique. C'est ultra pédagogique et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, dans l'abonnement, tu vois, Julie de Make My Mask crée énormément de contenu sur Instagram, des contenus qui sont didactiques, des contenus qui tournent vers les gains, des contenus qui montrent l'utilisation. Et tout ça, elle utilise énormément. On utilise énormément WhatsApp aussi. Et ça, c'est le très bon réflexe pour éviter le churn. Ouais. Très, très bon réflexe. C'est très important de le au-delà faire. De ça, en plus, ça construit une énorme crédibilité, quoi. Ça, c'est sûr. Bah oui, parce que tu t'imposes aussi comme un expert. Tu vois, tu sais de quoi tu parles, tu donnes confiance aussi à tes clients dans le fait que tu es crédible, dans le fait d'atteindre tes objectifs. Donc ça touche plus au branding, mais ça se mêle énormément à la performance au niveau du taux de churn, qui est un des KPI les plus importants dans l'abonnement. Tu parlais là de garder les clients engagés, etc. Donc, il y a aussi donc, des clients qui sont plus engagés. Comment tu repères ces clients et qu'est-ce qu'on met en place, en fait ? Parce que, en fait, une fois que le mec il s'est désabonné, c'est un peu tard, quoi. Enfin, je veux dire, t'as beau être très gentil, si je vais sur mon portail pour me désabonner, c'est qu'a priori, j'y ai déjà pensé avant. Il y a un moment, il y a un truc qui m'a gonflé ou je sais pas ou quoi. Je suis allé sur mon portail, je me suis désabonné. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais pas me réabonner parce que tu me donnes un bon argument. Tu vois. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai du mal à le concevoir. Mais du coup, il y a probablement des choses qu'on peut faire avant. Essayer de comprendre, il y a peut-être des signaux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Comment on peut en fait réduire le churn avant qu'il arrive, quoi. Alors, c'est ce que nous, on appelle la prévention Ouais. du churn. Alors, tu as évoqué 3 phases là, qui sont la prévention du churn, le churn total, et il y a une étape un peu intermédiaire qui s'appelle la mise en pause. Souvent, tu peux mettre en pause tes abonnements. Ouais. Dans les 3 cas, je te rassure, on a des actions qui sont déployées. Mais tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important, qui est peu fait. Parce que souvent, on préfère être dans la réaction plutôt que dans l'action. Et donc, ce que tu mets en lumière là, c'est qu'il faut être dans l'action. Donc, prévenir, anticiper. Déjà, premier conseil, il faut connaître sa data. Quand on sait qu'il y a un pattern, alors selon les marques, ça diffère, mais si on sait qu'à 90 jours, on a notre taux de churn qui est au plus haut et qu'après, il commence à descendre, on sait qu'il faut le traiter avant 90 jours. Donc les probabilités de churn, elles tournent autour de 90 jours. Ça, c'est le premier point, on en a parlé juste avant. Mais ça veut déjà dire que les actions doivent se faire avant. Un système qu'on aime bien faire, nous, c'est de demander tous les mois l'avis, la satisfaction. Tu vois, on peut être sur du 5 étoiles en permanence. Ouais. Alors, ça peut être 10 sur 10, 5 étoiles, un peu une forme en fait de notation. Ouais, de NPS un peu finalement. Ouais, de NPS, très bien. Tu vois, c'est une forme de NPS, exactement. Et en dessous d'une certaine note, qui est quand même assez élevée là-dessus, mais ça, on va l'itérer. Donc, on va déclencher des flows si c'est 7 sur 10, ou 8 sur 10, ou 9 sur 10, pour connaître ceux qui ont le plus de probabilité de churn ou pas. Et en fonction de la note donnée, qui est en fait un signal déclaratif, parce qu'on ne peut pas le deviner, c'est ça qui est difficile dans l'exercice. Bien sûr. Mais on essaye de créer un signal qui va nous permettre de prévenir le churn. Et derrière, en fait, selon la note donnée, la gravité, par exemple, si c'est 2 sur 10, ben en fait, on va peut-être le rediriger vers le service client qui va l'appeler. Parce qu'avoir un humain au téléphone, c'est quand même beaucoup plus rassurant que de recevoir un email. On va pas se cacher là-dessus. Tu as un sentiment de proximité et d'unicité où tu as l'impression d'être pris en compte, tu vois, vraiment.
Ben là, en fait, c'est un humain qui va t'appeler. Oh, j'ai vu que vous aviez mis 2 sur 10. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Comment on peut vous aider? Tu vois? Et en fait, le 2 sur 10, ça a peut-être été lié à une frustration mineure et qui peut engendrer un churn. Par exemple, j'en avais besoin lundi, vous avez eu un retard de livraison, je l'ai eu que mercredi. Ah oui, tu vois, c'est presque indépendant de ta volonté, mais ça a créé une friction qui peut générer un churn. Et dans ces cas-là, il faut compenser, par exemple. Si tu as une note à 8 sur 10, peut-être qu'il faut déclencher un email pour connaître les raisons de cette note et faire ce qu'on appelle de la levée des freins. Tu vois, là-dessus. Donc en fait, on a tout un tas d'actions un peu de ce type. Donc on va déclencher des flows segmentés et contextuels sur la base de signaux qu'on a créés pour prévenir le churn. Et derrière, ce qu'on va mettre en place, c'est soit... Alors tu peux imaginer plein de choses, mais tu vois, un appel avec un humain, une remise, tu peux imaginer plein de choses, un cross-sell de test, là-dessus une mise en pause plutôt qu'un churn. Tu vois, si on parle de surstock, par exemple, la personne, elle a mis, 8 sur 10 parce qu'en fait, elle a reçu 2 commandes très proches l'une de l'autre et qu'elle a beaucoup de stock. Dans ces cas-là, on va lui mettre en avant la mise en pause, ce qui déclenchera un autre flow en fait après là-dessus. On préfère qu'il la mette en pause plutôt qu'il y ait un churn total. Tu vois. Donc, les conseils, c'est de créer le signal parce que le signal, il n'existe pas en tant que tel. Et bien connaître son timing. Ça, j'insiste sur ça. Il faut aller chercher de la data absolument parce qu'il y a des choses. Quoi. En fait, le truc, dans ces cas-là, là, on parle de 90 jours, mais je veux bien insister sur le fait que 90 jours, c'est une moyenne. Et que selon le produit, ça peut complètement varier. Attention, ça peut être 30 jours, ça peut être 60, 90, mais ça peut être 180 aussi. Bon, 180, j'ai jamais vu. 180, ça commence à faire beaucoup. Mais faut bien comprendre que c'est une moyenne et que la data, il faut aller creuser sa propre data. Et ensuite, il faut créer le signal pour déclencher des actions. Et le signal, je trouve en tout cas qu'il y a peu de signal mieux que évaluer la satisfaction déclarative des gens qui vont te la donner sur un instant où c'est ce qu'ils ressentent. Tu vois, là-dessus. Donc c'est sur ça qu'il faut jouer. Ok, hyper intéressant. Sur ce sujet-là, il y a aussi un truc, tu parlais tout à l'heure un peu des monoproduits, etc. Il y a un truc qui arrive et qui est compliqué, moi je trouve, à un peu contrebalancer, c'est le côté un peu lassitude du produit. Tu vois ? Il y a des produits, je suis d'accord, ils sont, disons, utilitaires. Et bon, je doute un peu que tu puisses te lasser de de tes tablettes de lave-vaisselle. Tu vois, il y a d'autres produits en abonnement où on peut quand même se lasser des produits. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans ce truc de en fait, mon produit, il est bien, mais au bout de 12 mois, j'ai plus personne parce que les gens ils sont lassés de mon produit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options par rapport à ça? Là, tu fais sûrement référence à un peu un truc qu'on appelle la sensorialité. Donc, plutôt ce genre de choses. Les parfums, par exemple, ça peut lasser, en effet. Ça arrive, c'est le cas. C'est pareil, c'est un truc que tu dois faire dans la prévention du churn. Là-dessus, il faut l'identifier. Parce que le meilleur moyen, en fait, c'est de proposer des alternatives gratuites dans ton portail d'abonnement. C'est-à-dire que je garde le même produit, mais je teste une nouvelle senteur. L'autre chose, c'est de mettre du sampling dans les colis. Tu vois, au bout de 6 mois, tu mets, par exemple, tu vois, tu prends du lave-vaisselle, goût machin. Le vaisselle. J'ai pas d'idée. Voilà. Tu prends du lave-vaisselle parfum amande, par exemple. Au bout de 6 mois, on va te mettre un échantillon d'un parfum différent. Pour te faire sentir, pour te faire voir qu'il existe autre chose, avec une forme, tu vois, comme un petit flyer qui t'explique comment faire pour changer ta senteur si tu veux. Et là, en fait, tu arrives à prévenir le churn. Donc là, c'est CRM, dans le sens où le CRM a pour rôle de l'identifier et de créer le signal, parce que c'est difficile à faire autrement. Dans les marques qui ont vraiment scalé, tu peux pas appeler tous tes clients. Donc, il faut que tu choisisses quel client t'appelle. Il faut que ce soit ceux avec le plus gros haut niveau de risque. Par contre, tu dois créer le signal et derrière, tu as plutôt des actions qui sont soit du sampling, soit tu déclenches des flows qui mettent en avant quel autre parfum tu as en mode alternatif. Créer un peu de l'action et des Encore une fois. Okay. C'est de l'action, pas de la réaction. Et si tu sais que tu vois, à 6 mois, tu as un nouveau pic de churn, alors disons que tu es à 3% tous les mois de l'année, puis à 6 mois,
ou 7 mois, bah, en fait, tu fais un pic à 6. Mm. Bon, en fait, il y a un truc à aller chercher. C'est pas Ouais. normal, tu vois. Ouais. C'est censé être graduel. T'es pas censé avoir un pic comme ça. de churn. Donc là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Ok. Et donc, il faut l'identifier, mais c'est une très bonne, c'est un très bon point, ouais, en effet. Ouais, ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Un autre truc, c'est comment on fait pour upsell quelqu'un qui est abonné, en fait, sans avoir une pression commerciale qui est presque un peu dérangeante et où, en fait, on peut presque créer un sentiment un peu négatif pour le mec qui vient de s'abonner ou qui est abonné depuis longtemps et pas, en fait, passer pour la marque qui essaie d'essorer tous ses clients, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme KPI? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut voir ça? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Bah déjà, le premier élément, et on va reparler de data, c'est de connaître le bon timing. Donc, dès que tu t'abonnes, par exemple, assez souvent dans l'e-commerce classique, on va avoir tendance à faire un cross-sell assez rapide parce qu'on sait que le plus haut taux de rachat se situe dans les 30 à 60 premiers jours. Dans l'abonnement, ça va pas trop être le cas. Il va falloir qu'on soit beaucoup moins pushy, beaucoup plus subtil pour faire de l'upsell là-dessus. Maintenant, les produits qui sont en abonnement, c'est souvent des produits dont tu as besoin que tu peux ancrer dans ta routine. Si on reprend par exemple les compléments alimentaires et que tu fais une cure, je sais pas moi, de magnésium par exemple, tu as sûrement besoin de zinc aussi là-dessus. Mais te vendre les deux d'un coup, c'est un peu compliqué parce que ça fait augmenter le panier. Par contre, te vendre du magnésium, te laisser te l'ancrer dans ta routine et te montrer à quel point le zinc est complémentaire au magnésium. Attention pour les puristes, je dis peut-être n'importe quoi là. Non, c'est le cas pour le coup. Okay. À quel point c'est complémentaire, en fait là ça va faire sens. Tu vois. Et là ça devient malin parce que tu l'as ancré dans ta routine, parce que tu amènes un gain supplémentaire, tu amènes une complémentarité qui est facile à ancrer dans ta routine puisque tu l'as déjà fait. Tu vois. Okay. Donc là tu as une forme de timing et de complémentarité produit. Donc là, tu as déjà deux éléments qui sont très liés par la data parce qu'il faut bien savoir ce qui est donc le temps et ensuite, c'est quelles sont les probabilités de conversion selon le produit acheté. Donc en fait, il faut qu'on sache dans l'abonnement si cette personne est abonnée à tel produit, quel produit il est le plus susceptible d'avoir en second abonnement. Après, tu fais le même exercice en troisième chose. Et donc ça, ce que ça veut dire par extension, c'est deux choses. C'est que la réponse à ta question, c'est la segmentation. Segmentation par produit d'achat, segmentation par volume d'abonnement détenu, timing, évidemment. Et donc, ça implique de la personnalisation au niveau des pushs des produits que tu fais. Et de cette manière-là, tu amènes un gain pour l'utilisateur et donc la perception de la pression qu'il peut avoir, elle est nécessairement moindre puisque tu lui apportes quelque chose. La perception négative qu'on a de la pression, c'est quand on n'est pas intéressé à la réalité. Tu vois. Si tu reçois des emails d'une marque, tu as acheté une fois, mais tu n'as pas vraiment de besoin d'y revenir, ils t'apportent pas grand-chose, en tout cas tu as comblé ton besoin en one-shot et qu'ils t'écrivent tous les jours, ça va te rendre fou. Tu vois. Et là, il n'y a pas de segmentation. Dans l'abonnement, c'est hyper important parce que si tu appliques une pression trop forte, tu risques de les dégoûter. Ah bah oui, totalement. Mais c'est pas qu'ils reviennent pas, mais c'est qu'ils arrêtent leur abonnement. Et là, c'est un peu plus fort, en fait, comme action. Donc, il faut que ce soit fait de façon bien timée, bien séquencée, bien segmentée et bien personnalisée. Alors oui, c'est plus compliqué. Mais c'est non seulement puissant, c'est preuve aussi de forte crédibilité de la marque. Ça assoit l'image de la marque. Et puis, quelque part, dans l'abonnement, il n'y a pas trop le choix. Donc, c'est un peu le conseil que je donnerais. T'en parlais tout à l'heure, mais du coup, je reviens un peu dessus. Et ça me faisait... Là, j'étais en train d'y penser par rapport à ce que tu me disais. On parlait de la mise en pause, que tu disais que c'était souvent quelque chose qui était disponible, etc. Est-ce que finalement, faire cette pause-là, c'est pas offrir à quelqu'un la possibilité de sortir de son abonnement et qu'en fait, si on lui avait proposé soit d'arrêter, soit de continuer, est-ce qu'en fait, il n'aurait pas plus continué? Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est pas une bonne pratique? Est-ce que ça dépend vraiment de certains cas? Est-ce que tu as un peu d'expérience là-dessus que tu peux nous partager? Ouais, bien sûr, et c'est une bonne réflexion. On va dire que la mise en pause, c'est un peu le moins pire des solutions.
mise en pause et aussi, j'en ai un autre, mais qui doit aller dans ce sens-là, c'est sauter la prochaine. Ouais. Tu sais. C'est à peu près pareil, Ouais. en effet. On va dire que c'est la moins pire des solutions. Faut le Ouais. voir comme une alternative plutôt que comme une finalité. Ouais. Tu vois, par exemple, si je te prends un parallèle, quand purement en emailing, pourquoi on dit qu'un centre de préférence est super important? Parce qu'au final, si la personne voulait se désinscrire, elle a quand même déjà cette démarche. Plutôt que se désinscrire, on va lui proposer une alternative qui est celui de recevoir un email par semaine, par exemple. En fait, on préfère qu'ils reçoivent un email par semaine plutôt qu'ils se désinscrivent complètement. Ok. On n'est pas ravi de l'alternative, Mm. mais c'est ce qu'on préfère parce que dans le cadre du CRM, on veut garder ce consentement au niveau de la contactabilité. Ok. Si on le transpose à l'abonnement, en fait, si la personne, elle vient pour se désabonner, le but, c'est de lui proposer une alternative à ce moment-là, de mettre en pause avec une réactivation automatique pour X ou Y raison. Mais par exemple, tu vois, c'est assez intéressant, ces mises en pause. Je te prends l'exemple, tu vois, de la pet food. Tu pars en vacances, tu as reçu plusieurs fois tes sacs de croquettes. En fait, tu as un peu stocké, quoi. Ouais. Et du coup, t'en as pour 3 mois. Et tu vas continuer à recevoir ton sac de croquettes, mais tu sais pas quoi en faire. Tu vois. Mettre en pause ou la fonctionnalité de sauter la prochaine livraison te permet de garder la personne dans le système et contactable plutôt que de la perdre complètement. Il faut le voir comme une alternative, mais proposer la fonctionnalité, c'est quelque chose. Maintenant, il faut le faire suivre. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des flows qui viennent suivre, qui viennent réactiver, qui viennent prévenir, qui viennent aller chercher la raison. Si tu la collectes pas sur le site, par exemple, il faut absolument aller la chercher. C'est super important. Donc toi, ton voyons ça recommandation, comme une alternative. Ouais, c'est plutôt quand même de le faire, de manière générale. Ouais, quand même. C'est quand même plutôt une bonne pratique. Maintenant, faut que ce soit bien fait, quoi. C'est ça c'est comme tout. Mettre en pause. Tu vas proposer que la personne, elle mette en pause. Mais derrière, t'as pas de relance. T'as pas de réactivation automatique. Ouais. Bon, c'est pas beaucoup différent d'une désinscription complète. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, quitte à le faire, autant bien le faire, mettre les bonnes relances, mettre la bonne pédagogie, réactiver automatiquement s'il faut, proposer une durée de pause après avec réactivation automatique. Tu vois, ce genre de choses. Alors, on dépasse un peu le cadre du CRM là-dessus, mais le CRM accompagne en fait ces fonctionnalités dans leur déploiement. Ok, intéressant. Et j'ai encore 2 ou 3 petites questions. Peut-être un peu plus technique, un peu plus data. C'est quoi un petit peu les différences des KPI qu'on va suivre sur de l'abonnement? Tu en as parlé notamment du MRR tout à l'heure, qui est relativement intéressante, mais est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de... Voilà, disons que s'il y a quelques KPI à suivre en abonnement, c'est quoi ces KPI les plus importants? Ok, alors j'enlève un peu tous les KPI purement CRM, emailing qui sont très communs. Il y a le premier, celui que tu as cité, le MRR, où au global, alors ça peut avoir plusieurs noms, certains vont l'appeler de façon plus classique la LTV, la Lifetime Value, donc le montant dépensé par un client tout au long de sa vie avec la marque. Certains vont l'appeler LTR, Lifetime Revenue. Tout ça, c'est un peu la même chose. Mais super important de le suivre. À 3 mois. Donc la temporalité est super importante. Le suivre à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. Ces durées-là sont super importantes pour voir les variations là-dessus et les incréments gagnés période après période. Ça, c'est le premier. Le taux de churn, super important. Donc, soit on suit le taux de churn, on suit le taux de rétention. Les deux se répondent, forcément. Mais l'un ou l'autre, ou les deux, c'est encore mieux là-dessus. Mais quelle part de mes cohortes reste mois après mois? Quelle part de mes cohortes quitte la marque mois après mois? Très important de le suivre, ça, là-dessus. Évidemment, on va suivre le volume des cohortes. Donc ça, c'est combien de nouveaux clients on fait rentrer. On connaît notre taux de rétention moyen. Donc en fait, on est capable de projeter le MRR de la cohorte entière. Et donc ça, dans les PNL que les marques construisent, c'est assez intéressant de le suivre là-dessus pour projeter. Ici, bien sûr, le dernier, pour les marques qui ont plusieurs produits, le volume d'abonnements par abonné moyen. Ok. Très important de le suivre mois après mois.
Ça, Ok. pour le coup, tous les mois, est-ce que c'est plutôt 2,60 D'ailleurs, Est-ce que c'est plutôt 3 ce genre de choses. je viens de penser à une histoire qui est assez intéressante par rapport à ça. Et sur. Du coup, ça va être un peu décousu, mais je rebondis sur le côté éducatif dont on parlait tout à l'heure. Mm. Euh, Moi, je m'étais abonné chez Novoma pour des Ouais. compléments. Et donc, j'avais pris du zinc, du magnésium, oméga 3, vitamine D. euh, C'est je déjà crois pas que mal. c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. Magnésium, zinc, oméga 3, vitamine D. Ouais, il y avait un ou deux trucs en plus. Bon, il y avait. En gros, ça me faisait une commande quand même qui était assez conséquente. Le truc, c'est que tous, c'est-à-dire, avaient disons, des dosages suggérés qui sont, disons, un peu légalement ce que tu dois prendre. Mais en réalité, par exemple, de la vitamine D, tu peux doubler la dose de vitamine D sans problème en fonction de aussi ton corps et ce que tu fais. Si tu fais du sport, par exemple, tu peux prendre plus de tel truc ou moins de tel truc, etc. Le magnésium, on va te dire il faut en prendre 3 pilules. Bah, en fait, tu pouvais en prendre 4 ou 5 sans aucun problème. Au contraire, Mm. c'était bien parce qu'en fait, disons que c'est basé sur des seuils minimum ou moyens. Et en fait, il n'y a rien qui t'empêche d'être dans le très haut du seuil. Et Mm. c'est même plutôt bon pour la santé. Et donc, en fait, moi, j'avais dû recalculer combien j'en avais besoin parce qu'en fait, le but, c'était de livrer tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, tout ce que j'avais besoin pour 3 mois. Mais donc, avec chacun des fréquences différentes. Donc, j'avais tout recalculé, etc. Je m'étais planté dans le truc. Et au final, donc, j'avais reçu mes 2-3 premières commandes. Et en fait, donc, je crois que c'était tous les 3 mois ou tous les 2 mois, mais tout n'arrivait pas en même temps. Il y avait des trucs qui s'étaient livrés tous les 2 mois, d'autres tous les 3 mois. Bref, du coup, je me suis retrouvé à un moment avec un survolume de compléments chez moi. Et du coup, j'ai sauté la commande. Après, j'en avais plus, donc j'ai pris celle d'après. Après, ça a refait la même chose. J'ai remis en pause, etc. Et au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles. J'ai dit, bon, bah tant pis, vas-y, laisse tomber. Le truc, je le coupe et j'irai commander à chaque fois quand j'en ai besoin. Réalité, c'est que du coup, j'ai commandé ailleurs. Bah oui. Parce que tout simplement, en fait, je me suis dit, ouais, bon, bah là, je commande, en l'occurrence, Nutrimus. Bah là, je commande mes compléments, la whey chez Nutrimus. Bah autant que je prenne Mm. les autres compléments dessus. J'ai mon programme de fidélité, etc. De toute façon, il n'y a pas d'abonnement sur la whey, donc je vais y aller. Et puis en même temps, je prendrai mes compléments quand j'en aurai besoin. Et au final, du coup, j'ai churn, alors que foncièrement, j'étais plutôt content des compléments. Je veux dire, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, c'est des compléments de bonne qualité chez Novoma, c'est pas du tout un sujet. Mais du coup, j'ai été pas bien éduqué ou leur système n'était pas simple pour moi. Et en fait, ce que tu disais, c'est que c'était pas plus simple pour moi en fait d'être abonné. Là où en fait, je m'étais Mm. dit bon, ben, je mets le truc en autopilote, j'ai plus besoin de m'en occuper. On parle d'une commande à 200 balles quoi, quasiment qui tombait tous les 3 mois. C'est Et au colossal. final, j'étais là bon bah c'est plus chiant qu'autre chose. Et du coup, j'ai coupé le truc. Et on en revient au premier point, hein, c'est-à-dire que la qualité du produit est super importante. Et là, dans ton Ouais. cas, il n'y avait aucun sujet Ouais, sur ouais, la qualité tout à du fait. produit. Mm. Mais dans le cadre de l'abonnement, l'expérientiel est presque autant important que. Ouais. Tu vois. En fait, il me donnait pas la possibilité de calculer et comprendre facilement en fonction de ce que je voulais prendre. J'avais décidé que c'était ça. Alors peut-être que c'est un cas spécifique, peut-être que la majorité des gens, Peut-être. ils voient marquer 3 gélules par jour, ils prennent 3 gélules par jour et ils se posent pas de questions. Effectivement, mais quid de ceux qui veulent pas faire comme ça, tu vois? Et peut-être que c'est une question aussi d'outils, tu vois. Ouais, carrément. Peut-être qu'il faut tu sais, qu'il y ait des calculateurs, Mhm. ce genre de choses. C'est sûrement intéressant parce qu'en fait, tu mets le point sur une friction Ouais, potentielle de ouf. qu'il peut y avoir dans Mhm. l'abonnement. Et le but, c'est que ce soit simple. Ouais. Sinon, en fait, t'as pas d'intérêt. Mhm. Tu Ouais, vois. non, mais Et carrément. dans ces cas-là, tu vois, et d'ailleurs, tu as eu une réaction super intéressante qui est de dire je vais aller chez Nutrimuscle parce que tu étais satisfait des produits et que Ouais. jusque-là, ton expérience, elle était facile. Nickel, Elle ouais, était simple. facile et nickel. Et donc, tu t'es dit je vais y aller tous les mois. Mhm. Mais si Nutrimux proposait de l'abonnement et que l'expérience, elle était simple, non seulement tu aurais churn, mais Mhm. tu aurais pris ton abonnement chez Alors Nutrimuscle. peut-être qu'ils ont de l'abonnement d'ailleurs chez la partie. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Mais Mais effectivement, peut-être qu'ils en ont. tu vois, en fait, le côté faciliter la vie Mhm. des gens, c'est tout autant important dans l'abonnement que. Carrément. Et tu vois, je te reprends un exemple sur faciliter la vie qui est super, qui est super parlant. Regarde les petits culottés. Mm. L'abonnement de couches et de lait. Est-ce que tu crois que quand tu as un petit. Alors, Client je sais de pas, Certify. bien client sûr. Certified, en effet. Et quand tu es jeune parent, alors on l'est pas encore, Non. mais quand tu es jeune parent, tu as autre chose à penser Oui. que. Est-ce qu'il reste des couches Et voilà. Donc, le fait de faciliter la vie des parents, Ouais. d'avoir un système qui est bien rodé,
Mm. qui arrive en temps et en heure, où tu communiques bien, où tu anticipes les problèmes des gens, Et en plus, t'as un bon produit. et qu'en plus, tu as un produit de qualité, Mm. qui a une bonne renommée, que tu mets Mm. bien en avant, et qui en plus respecte ses promesses, Mm. la réalité, c'est que tu as la recette du succès. Et si les petits culottés, ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas parce que ils se sont mis sur une petite niche et ils ont trouvé un filon que n'importe qui aurait pu trouver. Tu vois, Ouais, tout à fait. complètement faux. Mm. C'est-à-dire que l'exécution qu'ils ont mis Oui, d'ailleurs, dans il y a- leurs produits et dans leur système, Mm. il est incroyable. Hein. D'ailleurs, il y a plein de concurrents qui évidemment se sont construits là, sur ce segment-là et ils n'ont pas le même succès, quoi. Mais parce que l'exécution, je pense que c'est pas la même. Ouais. Et eux, c'est typiquement l'exemple du système parfait, Mm. sans friction, Mm. qui facilite la vie Ouais. des clients. Ouais. Tu vois, ils ont les parents, ils ont leurs petits et ils ont leurs couches qui leur sont livrées en temps, en heure, bien communiquées. Enfin, il n'y a pas de friction. Ouais. Alors évidemment qu'il peut y en avoir, hein, ils sont pas... Il y a de temps en temps des sujets, mais c'est comme ça qu'ils se sont Ouais. construits. Sur Mm. l'expérientiel, Mm. au-delà d'avoir une DA, un branding qui est super marqué, qui est super sympa, Mm. leur exécution, elle est phénoménale. Et c'est aussi en partie la recette de leur succès. Hein. Ouais, ok, hyper intéressant. Et je reviens un peu sur la question que je te pose avant sur les différents KPI qui sont importants à connaître, etc. Est-ce que tu aurais, tu nous parlais de churn tout à l'heure, un peu des chiffres benchmark à nous donner? Grosso modo, c'est quoi un churn acceptable, un churn qui pose problème quand tu découvres une marque? Alors, je comprends bien que c'est très spécifique à chacune des marques, que évidemment que si tu caches un peu l'abonnement, que le mec il comprend pas qu'il est abonné, le jour où il comprend qu'il est abonné, ça va te churn à fond. Mais disons que en moyenne, sur une marque qui a un produit qui est plutôt bon, qui a un abonnement qui est très clair, c'est quoi un peu le churn benchmark, tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme info? Ouais, je pense que c'est important de conserver dans le cas que tu dis. Alors attention à prendre avec des pincettes, hein, comme tu as dit, mais à 12 mois, il faut réussir à 12 mois, faut réussir à conserver 60 à 70% de ta cohorte Ok. pour que ce soit très intéressant. Ça fait quand même que tu as un churn qui est de 30 à 40% Ouais. sur 12 mois, tout en sachant que tu vas avoir un pic de churn à 30 jours et tu vas avoir un churn assez élevé à 90 jours. Donc tu vas tourner autour de 10 au début, 7, 8, qui sont des taux de churn qui peuvent être assez élevés là-dessus. Donc il faut essayer d'avoir un taux de churn après, de façon globale, où tu conserves à 12 mois là-dessus. Quand tu regardes à 10 mois, il faut essayer de ne pas dépasser 10%. Quoi. Ouais, ok. Bah, au-delà de 10% de churn, tu commences à perdre quand même pas mal de monde. Ça veut dire qu'il faut que tu renouvelles tes efforts très régulièrement, tu capitalises assez peu. Non, je dirais que c'est ça, encore une fois, à prendre avec des pincettes selon le panier moyen, la récurrence de livraison. Ouais, il y a plein de choses à prendre en compte, évidemment. Même, tu vois, typiquement, je pense, là, on parlait des couches tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y a des produits, des marques et des produits qui sont très basés sur le temps, où ça va correspondre à 4-5 mois de ta vie. Bon, bah, évidemment, qu'au bout de 4-5 mois, on a beaucoup plus de churn que sur un produit qui peut s'acheter tous les jours de ta vie. J'imagine que c'est assez logique. Et après, la nature des produits change énormément. Ouais. Tu vois, par exemple, les petits culottés, ils churnent très peu, mais parce que tu vois, il y a un besoin qui est immense. C'est un besoin pas de première nécessité, mais enfin, si, tu vois, une couche, c'est presque de première nécessité. Tu peux pas faire sans, Tu peux pas faire sans quand t'as un bébé. Ouais. Tu vois. Tandis que le churn, tu vois, sur de la lessive, qui est un environnement ultra concurrentiel, qui est beaucoup plus accessible, avec un panier plus faible, qui est moins de première nécessité, t'as en général un churn qui est un peu plus élevé. Ouais, ou sur un complément alimentaire pour complément les cheveux, alimentaire, c'est encore plus, tu vois. Ouais. C'est encore plus parce que les clients sont beaucoup plus volatiles, en tout cas sur ce segment que sur, ils sont moins sur les autres. C'est une évidence. Ouais, mais parce que c'est aussi dû à la concurrence, c'est pas aussi dû à la diversité des messages qu'on peut voir sur passer sur les réseaux notamment. Et tout ça amène une forme de confusion qu'il est difficile de clarifier. Et c'est pour ça que je disais au tout début que la pédagogie est super importante, parce que parfois, en fait, il faut se confronter à des fausses vérités, ce genre de choses. Il faut rétablir un peu sa vérité, en tout cas ce en quoi vous croyez et les convictions, pour convaincre.
là-dessus. Ouais, Et ok. donc la pédagogie est super importante là-dessus. Et après, le churn dépend aussi beaucoup de la nature du produit. Ok. Et pour clôturer ça, pour clôturer ce podcast, Max, s'il y a un conseil ou un truc le plus important euh, qu'on doit retenir pour une marque, pour son CRM, une marque qui vend en abonnement, qu'est-ce que tu donnerais comme tips, comme info? Sans hésiter, suivez vos chiffres. Ouais, Mais suivez vos chiffres vraiment. ouais, C'est-à-dire dans un niveau de détail ouais. qui doit être plus élevé Mm, que dans un e-commerce classique. mm, ouais, Et tous les KPI que j'ai donnés, c'est les 4 KPI, peut-être les plus macro, qui servent à piloter. Mais il y en a plein d'autres. mm, Quand je parlais des timings, la durée moyenne entre deux prises d'abonnement, entre le premier et le second, entre le second et le troisième, entre le troisième et le quatrième, parce que les timings sont pas les mêmes. Donc ouais, bien sûr. les customer journey, les déclenchements de flow sont pas les mêmes. Mm, Soyez très 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 proche de vos données parce que c'est un peu aujourd'hui le nerf de la guerre. mm, Et c'est ce qui va derrière vous faire réussir ou pas. On est dans une ère en plus où, légalement parlant, on va avoir accès à de moins en moins de données. mm, C'est pour ça que, d'un point de vue CRM, je disais tout à l'heure, créez vos signaux. mm, Ces signaux-là, la réalité, c'est que c'est de la data. Hein. mm. Ouais, bien sûr. Il faut se la créer. Quand on va chercher, par exemple, ce qu'on appelle la third party data, quand on vient chercher des préoccupations sur une pop-up, etc., par exemple, Mm, là, on se crée de la donnée. mm, Cette donnée-là, elle est super intéressante sur la connaissance qu'on a des utilisateurs, sur quelle segmentation, quelle personnalisation, sur quel délai, quel timing. Soyez super proche des data, de vos data, dans un niveau de détail super élevé, que ce soit pour piloter, mais aussi pour déclencher, personnaliser, segmenter. C'est la clé du succès aujourd'hui, j'en suis assez persuadé. mm. Ouais, donc connaître ces datas par cœur sur le bout des doigts. Ouais, par cœur. Sur le bout des doigts, mais vraiment... c'est pas que les fondateurs qui doivent connaître leurs data sur le bout des doigts, c'est vraiment les équipes métiers doivent connaître leurs data sur le bout des doigts pour réussir à être efficaces. Et s'il n'y a pas de secret, quoi. C'est aujourd'hui, c'est vraiment la data qui drive tout. Et on le voit en tout cas chez Certify, hein, on a un très fort parti pris sur lequel on fait assez peu confiance à notre intuition et on valide tout par les chiffres. On arrive à avoir des résultats sur nos clients aussi parce qu'on creuse cette donnée et qu'on fait des choix pragmatiques par rapport à cette donnée. Alors ça enlève un peu le côté sexy de l'intuition, mais ce qu'on cherche, c'est de la perf. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup Max pour tous ces conseils, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir accompagné sur ce 3e épisode. C'était trop cool de pouvoir décortiquer avec toi ce modèle économique qui est l'abonnement et j'espère qu'on aura pu aider un maximum de personnes qui aura écouté ce podcast. Et puis pour suivre nos actualités, vous pouvez suivre Ben, ici présent, Benjamin Prévost sur LinkedIn. Il me semble que tu publies tous les jours. Hein. Exactement. Un peu moins maintenant, mais ouais, on essaye d'augmenter la qualité des posts. Mais toutes les semaines, ça, c'est sûr. Benjamin Prévost sur LinkedIn. Et pour suivre les actualités de Certify et tous les tips CRM que je peux donner, Maxime Cal sur LinkedIn. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter avec grand plaisir. À très vite.